Alors, merci d'être venu. Henri Bergus, comme vous le savez, a été à l'origine de notre projet. Et dans la société pour laquelle je travaille, eh bien, nous sommes basés à Berlin. Et je connais très bien le PHP, l'environnement PHP. On a commencé à s'y intéresser dès 1998 et nous avons suivi toute l'évolution depuis ce temps. Mais il est arrivé un moment où nous nous sommes dit il va nous falloir aller au-delà de Midgarden. Alors, bien entendu, je ne fais pas que de la gestion de contenu. Les systèmes de programmation, un système Flow, j'en fais également. Alors, on ne va pas se concentrer là-dessus pour notre discussion d'aujourd'hui. Le problème, c'est que avec le contenu la gestion de contenu à l'heure actuelle, c'est que votre CMS est monolithique. En général, tous les CMS que j'ai vus ressemblent à ceci. C'est-à-dire qu'on va avoir un grand bloc de système de gestion du contenu qui va faire à peu près tout. ORM, etc. Et puis ensuite, un petit peu de base de données quand même. Alors pour moi, la gestion de contenu, elle devrait être bien plus optimale. Alors, peut-être qu'il peut y avoir parfois des petits problèmes de plateforme, et puis aussi peut-être que le département informatique va vouloir telle ou telle plateforme. Et puis en fait, ça n'est absolument pas possible. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà connu cette situation où un client va vouloir un CMS particulier. Ensuite, ils veulent que vous construisiez une application au-dessus de ceci. Mais le problème, c'est que tous ces outils de CMS, eh ben, ils ne sont pas vraiment efficaces. Symfony serait bien plus efficace à cet égard, mais le CMS vous donne l'UI et c'est ce que le client vous force à utiliser. Donc, résultat, vous devez vous résoudre à utiliser des outils un petit peu plus médiocres. Comment améliorer tout ceci? Notre idée, ça a été la suivante. Prendre la gestion de contenu, tout découpler. Donc, à droite, voici ma vision de la construction d'un outil CMS. Alors, bien entendu, les goûts peuvent varier d'une personne à l'autre. Mais en tous les cas, c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir déjà un outil d'édition web, puis un framework web et enfin un repository pour les contenus. Ce qui vous permet de bien pouvoir gérer dynamiquement toutes les applications. Alors, comment faire cette transition pour une séparation claire de toutes les problématiques en présence. Un grand bloc monolithique, cela n'est absolument pas la solution. Il nous faut vraiment des outils qui soient spécialisés. Par exemple, Symfony est extrêmement utile pour la construction de services web. Mais pour ce qui est de l'édition de contenu, eh bien, cela ne correspond pas au périmètre de Symfony. Et d'ailleurs, les développeurs de Symfony ne devraient même pas s'en préoccuper. De la même façon, il y a certaines choses dans le repository qui ne devraient pas être du ressort du framework. Donc, il faut vraiment tout découpler, tout compartimenter. Cette idée de découplage, peut-être qu'elle vous est familière.
Et cela correspond d'ailleurs au cœur même de l'idée de Symfony. Avoir des bibliothèques en standalone que l'on peut utiliser séparément et ensuite les rassembler par le biais de bundles. Et dans le framework web, eh bien, cela fonctionne très bien. Et il n'y a de cela que serait-ce une année, je faisais de la maintenance à plein temps pour nos frameworks anciens, mais là, grâce aux composantes Symfony, nous avons pu nous débarrasser de... nous avons pu tout remplacer par des composantes standards, ce qui m'a permis de me concentrer sur des choses un petit peu plus utiles. Et grâce à ce découplage CMS, j'espère que vous pourrez y parvenir vous-même aussi, afin de ne pas passer autant de temps sur les éditions, les outils d'édition, par exemple. Tout d'abord, concernant l'édition web. Traditionnellement, l'édition de contenu sur CMS était fondée sur un certain nombre d'outils, de formes. Et donc nous avons décidé de construire un CMS qui permettrait de bien gérer toute cette nouvelle complexité de contenu. D'où l'idée d'un outil d'édition web qui irait au-delà de la solution intégrale pour le web. Donc, construire un CMS sans aucune forme, sans aucun formulaire plutôt. Alors, les formulaires, bien sûr, ils sont utiles. Cela vous permet, par exemple, de payer vos impôts ou faire la demande d'un visa. Mais bon, les formulaires, c'est juste quelque chose, qui certes peut être utile, mais est-ce que vous souhaitez que ce soit la seule façon de communiquer avec vos utilisateurs web? Non, absolument pas. Donc, cet outil d'édition web n'a aucune dépendance au serveur. Bien entendu, il vous faut stocker ce que vous avez édité, mais l'outil, il est dans le navigateur. Voici ce à quoi ça ressemble à l'heure actuelle. En haut, comme vous pouvez le voir, vous avez votre barre d'outils et on peut passer à l'édition, sortir du mode d'édition, on peut enregistrer. Tous les contenus sont sur la page et ils sont éditables. Et puis, vous pouvez également utiliser d'autres outils pour bien manipuler vos données. Et vous avez également les workflows qui sont là. Donc, votre système back-end permet à votre workflow d'être en adéquation avec votre contenu. Par exemple, les informations qui doivent être publiées ou retirées de publication. Alors là, ce que vous pouvez voir, et ça s'appelle Hello, c'est un petit peu simpliste, certes. Et d'ailleurs, moi, j'avais contribué à ceci. On peut utiliser, bien entendu, d'autres éditeurs comme Aloha. Qui connaît Aloha? C'est assez agréable à utiliser. Beaucoup de possibilités, beaucoup d'options, mais il y a des problèmes de licence. C'est pour ça que nous souhaitions avoir des éditeurs multiples, bien entendu, pour donner un plus grand choix. Avec le contenu, bien entendu, qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire? Eh bien, pouvoir éditer un post, un article, etc. Et voilà ce que nous faisons. Nous trouvons votre contenu, nous le rendons éditable.
Mais bien entendu, la gestion de contenu, ça va bien au-delà de ça. Comment pouvoir ajouter de nouveaux contenus si on n'a pas de formulaire? Et là, Create a la capacité de très bien gérer ce type de création de contenu. Alors là, sur cette page, nous avons un blog avec une liste de posts, de messages. Et comme il s'agit d'une liste de messages, eh bien, on a ce bouton « Ajouter » qui est juste là. On peut cliquer dessus et là, on va voir une nouvelle fenêtre, ou plutôt un nouvel encart qui va s'ouvrir. Et là, on peut commencer à écrire ce que l'on souhaite écrire. Et ensuite, on reclique. Alors, je suppose que vous avez déjà d'ailleurs vu ce type de représentation, un titre entre crochets, etc., qui indique là où les différents éléments sont censés être. Par exemple, si vous voulez parler d'un nouveau produit ou autre. Et là, on va écrire tout le contenu, on clique sur enregistrer, tout est stocké dans la base de données. Gestion des images, alors ça c'est également très important. Là, on peut utiliser les images existantes dans votre système. Vous pouvez télécharger de nouvelles images et une fois que vous avez terminé, vous pouvez les faire glisser directement sur votre contenu. Et ça, c'est vraiment très pratique. Et bien entendu, la gestion des images, comme vous le savez, elle est vraiment très importante. Donc là, quand on fait glisser l'image, vous voyez cette sorte de fantôme d'image qui va vous donner une idée de ce à quoi cela ressemblerait si vous faisiez glisser l'image. Autre point très important, et ça c'est un petit peu quelque chose qui manque dans les CMS actuels, comment faire correspondre votre contenu avec d'autres données. D'où l'idée de cet outil, de cette option. Cela permet d'indexer le contenu avec une possibilité de recherche d'entités connues, par exemple des personnes, des produits, des lieux. Et là, vous allez avoir d'ailleurs ce correcteur d'orthographe. Donc là, vous pouvez le voir. Notre correcteur a reconnu que peut-être Hollywood, le mot Hollywood devrait être associé vers un autre contenu et à ce moment-là, on peut cliquer et cela nous donne accès directement à un autre contenu. C'est un petit peu comme le système Wiki. Mais moi, je crois que nous sommes allés encore plus loin dans l'automatisation. Alors là, c'est un exemple de BBC Radio. Et il a été remarqué par notre système qu'il y a plusieurs stations BBC et donc ça vous demande de laquelle vous êtes en train de parler. Alors une fois de plus, c'est assez similaire au fonctionnement d'un correcteur d'orthographe. Mais cela peut renvoyer vers un contenu qui vous est propre ou un contenu qui est extérieur. Nous avons vraiment essayé d'aller le plus loin possible du point de vue de l'interaction. Autre point. En général, on va écrire tout d'abord un certain nombre, on va écrire un petit peu de contenu, puis ensuite on va faire un copier-coller classique. Et c'est là que le bas risque de blesser. Et lorsque l'on demande aux gens, mais pourquoi dans votre CMS, finalement, vous avez un éditeur qui est extrêmement efficace aussi? Et en général, ce que l'on vous répond, c'est que, eh bien, on a tendance à ne pas faire confiance au CMS. Par exemple, le navigateur va cracher, la session va expirer, vous venez d'écrire un message sur votre blog, un nouvel article et tous vos changements sont perdus comme ça. Alors ça, bien entendu, c'est pas terrible. Donc, nous avons décidé de créer une option qui permet de stocker les données au fur et à mesure avec un support. Donc, tout changement qui est apporté est stocké automatiquement en local et s'il y a un souci,
alors vous avez juste besoin de revenir sur la page en question et ça va vous indiquer, vous avez modifié du contenu, est-ce que vous souhaitez les prendre en compte, ces modifications, ou pas? Et à ce moment-là, on clique juste sur « Ignorer ». Donc cela permet d'avoir une plus grande fiabilité pour que les utilisateurs aient plus confiance en l'outil d'édition. Et ça, bien entendu, pour nous, ça a été, bien sûr, c'est une partie qui est extrêmement délicate parce que la confiance, pour la construire, il faut prendre du temps. Et en revanche, dès qu'il y a un souci, la confiance, elle est retirée immédiatement. Alors, le CMF de Symfony, qui l'a utilisé, qui l'a déjà essayé? Donc là, bien entendu, c'est le skin qu'on a utilisé là pour la présentation, mais on ne sait pas encore vraiment quelle sera la forme finale. Et je crois qu'on va avoir des discussions avec David d'ailleurs à ce propos. En tous les cas, on peut voir ici que l'expérience d'édition peut être très différente. Si on compare ceci, par exemple, à ceci, c'est exactement la même base de code, mais avec une organisation complètement différente. Alors, je sais que vous êtes tous des fans invétérés de Java. Donc, OpenCMS, c'est un système assez bien établi. Et ils utilisent d'ailleurs les mêmes composantes Create. Et cela montre une fois de plus que le découplage, il est important, non seulement entre les éléments PHP, mais également pour vos projets Java ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est vraiment une option extrêmement, une façon de faire extrêmement efficace. Comment tout cela fonctionne? Alors, bien entendu, cet outil d'édition en ligne a besoin d'interaction avec le serveur. Donc, tout d'abord, la communication du serveur. Pour ce qui est de la structure du contenu sur la page, c'est en HTML et ensuite il va y avoir des petites adaptations en RDFA. OK, donc un certain nombre de vous le connaissent. Et puis il y a également un besoin de faire le chemin de retour. Alors d'ailleurs, là, on a fait des exemples de Create avec des éditions de type collaboratif et qui fonctionnaient très bien. Mais voici en gros la mise en œuvre standard, enfin par défaut, HTML, RDFA d'un côté et JSONLD de l'autre. Alors, un certain nombre d'entre vous semblaient connaître RDFA, donc très brièvement, je vais passer sur cette diapo. Donc, voilà en gros à quoi ça correspond. Je suis sûre que vous connaissez très bien ce type d'écriture. Donc là, il y a un livre, il y a une œuvre, il y a le titre du livre et d'ailleurs, votre ordinateur, là, il ne peut rien comprendre. Donc, avec RDFA, vous pouvez expliquer votre contenu à la machine. Donc, tout d'abord, vous pouvez utiliser l'attribut About, qui permet d'indiquer que ce paragraphe va traiter d'un objet dont l'URL est indiquée. Donc, par exemple, cela pourrait faire référence à votre base de données locale, mais en tous les cas, vous êtes en train d'indiquer là, voilà les objets dont je suis en train de parler. Puis ensuite, vous allez utiliser l'attribut property pour indiquer l'emplacement de l'objet. De la sorte, JavaScript va comprendre votre contenu. Donc la bibliothèque, nous l'utilisons en dessous de Create pour qu'il y ait une interaction avec tout ce qui est en RDFA sur votre page. Donc là, il va y avoir une mémoire interne du contenu que vous avez sur la page qui va être créée.
Et donc, cet objet spécifique peut ainsi être défini par un élément qui va le définir bien particulièrement. Et cet objet bien spécifique est relié à la vue HTML sur la page. Donc, s'il y a un changement, bien entendu, après, automatiquement, tout est pris en compte. Avec RDFA, il y a un petit bonus. Create peut comprendre votre contenu et là, du coup, eh bien, la barre de recherche peut également la comprendre. Le comprendre. Et l'avantage, c'est que votre contenu, là, est bien plus intelligent. Et donc, dans les résultats, vous allez apparaître bien plus en haut. Et il me semble qu'il y avait eu une étude d'ailleurs réalisée où il avait été indiqué que le nombre de vues engrangées par le système RDFA avait été complètement démultiplié. Donc là, c'est un avantage connexe qui est de taille. VIE, voilà la bibliothèque que nous utilisons avec un certain nombre, une fois de plus, de systèmes qui vont vous permettre de procéder à la validation ou avoir différents systèmes d'édition pour différents éléments. Et VIE va bien entendu permettre de gérer le RDFA, mais également Stanbo ou OpenCalais, etc. Create, comment est-ce qu'il fonctionne en PHP? Alors, bien entendu, vous pouvez faire tout ceci par vous-même. Intégrer Create facilement, je suppose, requiert un petit peu de travail, mais il y a quand même des bibliothèques qui peuvent vous simplifier la vie. Pour Symfony, il y a libVIE Bundle qui va vous permettre d'avoir toutes les interactions nécessaires. Et puis, il y a également CreatePHP, qui est une bibliothèque un peu plus récente, qui provient d'ailleurs, qui est notre création à Berlin, et qui va être utilisée avec votre système de template. Et j'espère d'ailleurs que certains d'entre vous vont nous aider dans l'intégration. Mais en tous les cas, cela permet de rentrer directement les annotations RDFA. Donc là, vous n'avez pas besoin de les gérer séparément. C'est très pratique. Voilà pour l'édition web. Maintenant, on va passer à la couche intermédiaire, pour ainsi dire. Je pense que vous avez tous un framework préféré d'ores et déjà, mais dans le projet Symfony, il y a un sous-projet qui s'appelle Symfony CMF. Là, l'idée, c'est de fournir non pas un système CMS qui serait ajouté à Symfony, mais plutôt un kit de construction CMS. Donc, dans Symfony, là, vous auriez tous les outils qui vous permettraient de construire ce dont vous avez besoin. Mais là, je ne vais pas vraiment m'appesantir parce qu'il y aura vendredi donc à 3 heures, en fait, aujourd'hui, dans la salle A, une discussion sur ce sujet. Alors, on a parlé du problème d'édition, on a un super framework, mais comment vraiment gérer les données? Là, on a besoin d'un repository pour les contenus. Alors, le PHP-CR fait partie du JCR, qui constitue d'ailleurs un standard bien établi dans l'industrie et vous permet de gérer vos données. JSR, de fait, était probablement le premier standard SQL. Ça remonte au début des années 2000.
Tout cela est complètement intégré à l'API. Et PHPCR, eh bien, en fait, cela permet de collecter toutes les interfaces et toutes les suites de tests API. Là, on peut choisir le type de stockage pour les données. Alors, tout d'abord, il y a le Jackalope qui vous permet de stocker vos données soit en Apache Jackrabbit. Là, c'est en open source, en licence libre. Et donc là, ça vous permet d'avoir une très bonne performance. Mais bien entendu, là, il faut avoir le Java Process. Alors, il y a également tout un travail qui est effectué actuellement sur l'implémentation Doctrine DBL qui vous permettrait d'avoir une implémentation un petit peu plus simple. Mais bon, il faudra encore un petit peu progresser. Voilà, donc travail en cours. Donc, finalement, il y aura, dans quelques temps, il y aura probablement cette doctrine DBAL, mais on n'y est pas encore. Puis, il y a également le repository Midgard, Gobject. Tout d'abord, ça c'est exactement ce sur quoi mon équipe a travaillé. Cela vous permet d'avoir un accès par le biais de l'extension PHP au repository. Alors là, bien entendu, l'inconvénient, c'est que vous avez besoin d'une extension, mais l'avantage, c'est que nous utilisons la base de données de façon assez propre. Donc, lorsque vous avez vos notes, vous allez avoir tous les éléments qui vont être mis en place rapidement. Et puis, vous pouvez utiliser le même repository de contenu sur d'autres langages tels que Python. En PHPCR, vous avez un seul API par lequel vous allez écrire toute votre gestion de contenu, mais lors du déploiement, vous pouvez très bien choisir en fonction des besoins du client. Vous pouvez utiliser des implémentations PHPCR qui sont multiples au sein d'un projet d'ailleurs. Donc, avoir MySQL pour le produit et utiliser quelque chose d'autre pour d'autres éléments. Qu'est-ce que PHPCR peut vous apporter? Tout d'abord, il y a un accès à l'arbre. Vous pouvez également accéder au contenu par UUID. Donc, cela permet, par exemple, de donner la possibilité aux personnes d'avoir un espace qui leur serait dédié pour l'édition de leur contenu avant de tout envoyer. Nous avons des postes, donc là c'était les postes de travail. On a également l'option version, sans oublier les propriétés multivaleurs et les requêtes SQL2 QOM. Alors là, ce qui est très important aussi, c'est qu'on a XML pour l'importation et l'exportation. Donc, si vous avez des problèmes avec PHPCR, pour ce qui est de l'édition de contenu, vous pouvez très bien faire de l'importation et de l'exportation. Alors, pour ce qui est des permissions, je ne sais pas comment l'intégration s'est faite du point de vue des autorisations pour Symfony. Mais en tous les cas, là, il y a cette possibilité. Il y a l'observation aussi, le verrouillage, etc. Donc là, tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour un CMS. Donc là, l'API, il est extrêmement simple d'utilisation, mais à partir du moment où vous avez besoin d'un petit peu plus, eh bien, vous pouvez très bien le faire. C'est flexible. Voici la vue d'ensemble, le repository qui va donner accès à la session. Là, à ce moment-là, on peut avoir accès à son poste de travail. Et puis, il y a les nœuds, les propriétés qui sont un petit peu toutes les abstractions que nous avons pour les données. Donc, pour chaque objet, on va avoir un nœud et qui, lui, peut être associé à un certain nombre de propriétés.
Alors, il y a également la possibilité d'utiliser Doctrine. Donc, tout le contenu, comme je vous le disais, est stocké sur la base d'un arbre de nœuds. Et les options qui sont à votre disposition sont multiples. Alors, comment se connecter au repository? Alors, bien entendu, d'abord, il faut installer Jackalope. On va lancer Jackrabbit et on indique l'URL. Ça peut se faire à distance. Et à partir de l'usine repository, on va définir les credentials. On se connecte et voilà. Donc c'est un petit peu comme ce qu'on ferait pour établir une connexion base de données. Et là, c'est vraiment le seul élément qui est spécifique au repository. En dessous, là, vous avez l'exemple Jackrabbit et au-dessus, là, c'est si vous utilisez Midgard, les différents paramètres susceptibles d'être utilisés. C'est la seule différence qu'il y a entre les différentes implémentations de PHP-CR. Et là, on voit, c'est juste une question de configuration, finalement. Comment est-ce qu'on travaille avec l'arbre? Alors, tout d'abord, l'arbre va avoir un nœud source. Dans la session, vous allez pouvoir faire autant de manipulations que vous le souhaitez et elles seront uniquement gardées si vous l'indiquez. Et donc là, ça vous permet de uniquement commencer l'écriture une fois que vous êtes satisfait de votre structure. Et vous pouvez également obtenir le nœud par la trajectoire, le path, la valeur. Et c'est assez simple. Y a-t-il des désaccords ici, des problèmes? Non. Une chose importante, c'est le type de nœud. Et tous ces nœuds, bon, c'est des nœuds évidemment, mais vous avez les systèmes de type nœud où vous pouvez définir le genre de données dont il s'agit. Il y a des types intégrés, les fichiers, les dossiers, c'est assez facile à comprendre. PHPCR, une façon de représenter un système virtuel de fichiers grâce à PHPCR. Et ensuite, il y a également le non structuré, unstructured. Le nœud peut avoir n'importe quel contenu, mais vous pouvez également définir votre propre type de nœud. Et habituellement, la recommandation, c'est lorsque vous mettez en place un site Internet ou une application Internet, vous devriez commencer avec des nœuds structurés, mais non structurés. Mais si vous commencez à comprendre la structure, vous devriez peut-être définir des types de nœuds. Il y a également un système de mélange qui ressemble au thread où vous pourriez rajouter des capacités supplémentaires aux nœuds, par exemple. La dernière modification va rajouter l'information qui a été modifiée le plus récemment par rapport à un nœud très particulier, ou alors le langage que l'on utilise pour tout ce qui est multilinguistique. Vous pourrez également définir vos propres combinaisons. Donc tout ça appartient à la hiérarchie. Vous pouvez l'hériter d'autres types de nœuds. Il y a donc beaucoup de choses ici, beaucoup de possibilités. La bonne chose, il y a l'API pour le rajout de type de nœuds, mais l'introspection de ces nœuds est également possible. Et vous pouvez mettre en place des formulaires, des systèmes d'administration avec des informations telles que vous pourriez l'obtenir à partir du PHPCR. Les requêtes. Donc manifestement, bon, je travaille avec les arbres très souvent, suffisamment, mais de temps en temps, vous allez tomber sur des requêtes. SQL2, c'est la syntaxe du repository des requêtes. Et vous pouvez voir un exemple assez simple ici. Sélectionnez tout à partir de nœuds non structurés et
qui possède une propriété et elle est classée sur cette base. Et ensuite, vous exécutez la requête et vous obtenez les nœuds. Et vous réitérez par le biais de ces nœuds et vous faites ce que vous voulez. Et donc, c'est une méthode très utile quand on en vient à l'accès au repository des contenus. Mais si vous écrivez ce genre de syntaxe de requête, bon, ce n'est pas vraiment une partie de plaisir. Il y a donc également le manager d'objets requêtes afin d'avoir une façon de construire les requêtes sur la base des objets. Et cette requête est exactement la même que la requête SQL qui se trouve ici. Et c'est simplement vous qui allez décider de quelle vous allez utiliser. Il y a également d'autres requêtes, moteurs requêtes dans HPCR, mais ça ne fait pas partie des standards comme XPath, qui est supporté par Jack Loeb. On a eu des discussions. Si vous travaillez avec des données sémantiques, ça peut être intéressant. D'autres éléments, le versioning. Vous pouvez voir les capacités ici. Le versioning, eh bien, c'est une de ces choses qui ne sont pas obligatoires pour le PHPCR, l'implémentation du PHPCR. Et vous pourriez vérifier si le repository que vous utilisez soutient cette solution et vous avez également cette façon très élégante quand on en vient à appréhender cette situation, si ce n'est pas le cas. Utilisez cette méthode et quand on en vient à traiter les erreurs dans le PHP, c'est assez amusant. PHP Observer avec des applications PHP et Dive a tué votre serveur. Bon. De toute façon, tout est à cause, nous avons les nœuds et nous avons vérifié et si le repository supporte le versioning, on rajoute la combinaison versionner dans le nœud. Vous commencez à versionner cette partie du contenu. Et ensuite, on met en place la valeur de la propriété, on enregistre et on fait le changement. On change encore et voilà. Et on engage le changement de nouveau. Donc nous avons deux versions. Et on enlève le nœud avec la nouvelle valeur qui a été créée. Nous pouvons avoir l'information de la version et nous pouvons restocker la version précédente. Et maintenant, le gris, on ne le voit pas, mais bon, enfin, il indique la valeur qui était la valeur d'origine du nœud. Et c'est vraiment une méthode assez facile dans le versioning. L'engagement est de réajuster les changements dans le contenu. Donc, j'ai vu des personnes qui faisaient des erreurs dans la publication de leur site Internet. Donc, c'était quand même assez utile. Vous pourriez également vouloir jeter un coup d'œil sur le contenu, à quoi il ressemblait il y a quelques temps. Il y a l'import et l'export également. Et vous avez l'exportation des nœuds ici, à ce niveau-là, dans un fichier XML. Et nous vérifions si le repository supporte l'importation, car c'est également une option ici, c'est facultatif, et nous exportons les mêmes données de retour, mais utilisant un chemin différent. Nous avons deux copies des mêmes données, mais dans différentes entités à l'intérieur du repository de contenu. Le fichier HTML, c'est verbose, c'est à quoi ça ressemble. Bon, c'est assez verbeux, mais c'est standard en tout cas. Il y a beaucoup de mots. Mais si vous exportez les données, ou si convertissez les données à partir d'une vieille implémentation SMS dans ce format, vous savez que vous allez pouvoir l'importer dans beaucoup de systèmes à partir de maintenant, et même dans plusieurs années. Donc, c'est un format sécurisé qui vous permet d'appréhender le contenu. Voilà. Donc, c'est la façon dont c'est à quoi ça ressemble, le CMS découplé. Donc, il y a le PHPCR et vous avez le CMF Symfony et vous avez, bon, j'aimerais voir, créer JS. Bon, actuellement, voilà, on va voir comment les choses vont évoluer. Cela nous donne un avantage, c'est-à-dire qu'on obtient toute une série d'outils à partir de ces projets divers et variés. On peut utiliser beaucoup de caractéristiques qui sont assez difficiles à implémenter si vous devez les écrire vous-même. Cela nous permet également, maintenant de se concentrer sur l'implémentation PHPCR et cela me permet de me concentrer sur l'interface ici et permet à la plupart d'entre vous d'avoir
un web framework très efficace. Donc on peut vraiment se concentrer sur ce à quoi on est bon. Et l'autre grand avantage, eh bien, cela signifie que l'on peut collaborer, c'est-à-dire, et plus particulièrement dans le monde PHP, nous avons vraiment un très mauvais historique en la matière. Dans chacun des projets, on réimplémente, on réinvente la roue, pour ainsi dire, et grâce à PSR 0 et les composeurs, la situation s'améliore du côté du PHP. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, également avec les interfaces standards, nous avons une collaboration dans les projets qui peut-être n'aurait pas eu lieu auparavant. Les types O3 utilisent certaines caractéristiques. Java Project, CMS par exemple, contribue également à la création d'un certain nombre d'éléments. WordPress, Entropole, bon c'est pas tout à fait au niveau, mais pour ces deux-là, il y a des modules quand on en vient à appréhender ce genre de choses. Donc voilà. Il y a davantage de projets aujourd'hui qui entrent dans la danse. Ils peuvent peut-être utiliser une partie de Create au PHPCR, mais bon, c'est pas important. Vraiment, le découplage, c'est ça qui est important. Vous utilisez les composants dont vous avez besoin, vous pourriez peut-être contribuer davantage. Et tout un chacun tire son épingle du jeu. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est mon compte Twitter. Il y a également des URL ici et là. Et tout cela, c'est sous les licences limitées, et je pense. PHPCR, oui, c'est sous licence Open Source License. Vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces composants dans votre produit propriétaire ou alors dans un projet open source, source ouverte. Il n'y a aucun problème. Nous sommes très heureux de recevoir des réactions et des requêtes. Voilà.